Militaire a renversé le gouvernement, un putsch mené le jour même où le Parlement démocratiquement élu, 3 mois plus tôt, devait se réunir pour la première fois. Il n'en a jamais eu l'occasion. Les généraux ont pris les pleins pouvoirs. Ils ont enfermé le chef du gouvernement de facto, Aung San Suu Kyi, et réprimé de manière sanglante toute opposition. Olivier Guillard, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la Birmanie, directeur de l'information chez Crisis 24. Alors, Aung San Suu Kyi comparaît à nouveau devant la justice aujourd'hui pour quelle charge contre elle et que risque-t-elle? Alors il y a malheureusement que l'embarras du choix. Donc aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près une douzaine de chefs d'accusation qui pèsent sur Aung San Suu Kyi, plus ridicules et fantaisistes les uns que les autres. Appel à la sédition, possession de talkie-walkie, infraction à la restriction au déplacement dû au Covid, corruption, donc pour une junte qui a pris le pouvoir d'une manière un peu cavalière et qui a à peu près 1200 morts sur les Rangers depuis 8 mois, donc c'est un petit peu fort. Donc évidemment, tout ceci a pour dessein d'écarter du pouvoir depuis le début, mais également probablement pour les prochaines années, Aung San Suu Kyi et son parti, la Ligue nationale pour la démocratie, à cette kyrielle donc de procédures judiciaires contre l'ancien président, contre des caciques et de la Ligue nationale pour la démocratie des opposants. Donc le régime actuel, le régime militaire, donc cherche à faire table rase, à probablement organiser en 2023 des élections, ça reste à voir, et des élections qui se feront pratiquement en huis clos, puisque la plupart des grands partis aujourd'hui capables de remporter les élections seront écartés, dont Aung San Suu Kyi, dont la Ligue nationale pour la démocratie. Aung San Suu Kyi, ça reste une icône, une ex-icône de la démocratie. Aujourd'hui, est-ce que le fait qu'elle repasse devant la justice, est-ce que ça peut ressusciter un intérêt de la communauté internationale qui a l'air de totalement s'en être peu inquiétée de cette situation birmane? Je crains malheureusement que non. Bon, nous sommes peut-être à contre-courant puisque nous l'évoquons avec justesse sur votre plateau aujourd'hui. Mais donc c'est un épiphénomène malheureusement pour la communauté internationale. La dame est devant les tribunaux. Elle va y revenir certainement. Remarquez, ça nous donnera l'occasion d'en reparler certainement encore un certain nombre de fois. Elle a été convoquée normalement 4 fois depuis le début de la semaine. Elle a encore derrière elle 7 chefs d'accusation qui vont certainement être procédés, dont la procédure va suivre son cours ces prochains mois. Malheureusement, donc, la Birmanie s'est un peu éloignée. Derrière l'Afghanistan, derrière une kyrielle d'autres problèmes en Asie, Pacifique et ailleurs, le sort de la Birmanie est entre les mains des Birmans et malheureusement entre les mains notamment des généraux. Mais est-ce que justement le fait que la communauté internationale s'en désintéresse totalement, est-ce que ça n'a pas évacué l'espoir de la population birmane d'une intervention étrangère et ça a donc ressoudé peut-être l'organisation de cette résistance qui aujourd'hui se décrit sous le label des forces de défense du peuple? Effectivement, donc c'est une dynamique de résistance à la junte qui est relativement forte. Depuis le premier jour, depuis le coup d'État du 1er février, il y a un mouvement de désobéissance civile, donc qui est non violent à la base, qui consiste à dire, vous les fonctionnaires n'allez plus travailler, ne payez plus vos impôts, ne payez pas vos factures d'électricité, ne travaillez plus avec la junte. C'est un mouvement qui est suivi donc la totalité des ministères, qui impacte directement le fonctionnement du régime. C'est aussi donc par une voie un peu plus musclée que des milices locales, ce que l'on appelle des forces de défense locales, qui s'agrègent petit à petit d'opposants, de membres travaillant ou opérant dans des groupes ethniques armés habituellement. Donc ce sont des mouvements qui sont hétérogènes, qui se structurent petit à petit, qui se professionnalisent et qui commencent à avoir des démarches qui inquiètent l'armée, en ce sens que l'armée est attaquée par des groupes ethniques armés sur les pourtours frontaliers, mais au quotidien, en ville, des explosions, des assassinats par ces milices locales qui font aujourd'hui mal au pouvoir. Et puis autre inquiétude pour l'armée et les généraux, c'est ce gouvernement d'unité nationale qui pour l'instant au niveau de la communauté internationale et de l'ONU est le seul reconnu. Les généraux n'ont toujours aucune légitimité internationale. Bien entendu, et donc d'ailleurs les généraux n'ont pas réussi à prendre la parole à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU en fin de semaine dernière, en début de semaine. Ils comptaient y arriver, ne l'ont pas fait. Ces généraux pâtissent un petit peu donc de leur... C'est un peu naturellement bien fait pour eux, ils n'ont qu'à s'y prendre d'une manière un petit peu plus empathique pour la population. Pâtissent aussi donc du fait que c'est avec une morgue qu'ils appliquent sur le quotidien des 55 millions de Birmans une feuille de route martiale dont ils n'ont évidemment que faire de prendre en compte les velléités démocratiques. L'opposition, la population au sens large, espère que la Birmanie ne sera pas oubliée ces prochains mois, ces prochaines années. Pour l'instant, elle compte essentiellement sur elle-même et pas sur une assistance du concert des nations, malheureusement. Aucune nation n'interviendra en Birmanie de toute manière. Merci beaucoup Olivier Guillard pour votre analyse de la situation en Birmanie. Merci à vous.